Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je suis de retour, d'accord. Larry, allez-y. Non, je disais juste que vous avez une belle chemise. La compétition des chemises continue. Mais vous êtes au niveau au-dessus. Je vous l'ai dit avant d'entrer en direct. Plus Alpier, la vraie expérience. Oui, exactement. Mais vous êtes au niveau au-dessus. Larry, permettez-moi de commencer par ce que nous avons entendu dans les médias iraniens, notamment Fars News en Iran. Ils ont indiqué qu'il semble y avoir une sorte d'accord en cours entre l'Iran et Oman concernant le nouveau mécanisme qu'ils définissent pour le détroit d'Ormuz. Il est dit oui. Il est mentionné que le passage par le détroit d'Ormuz de navires appartenant aux États-Unis, à Israël et à d'autres pays hostiles sera interdit. Les cargaisons liées à Israël, qu'elles soient militaires ou civiles, n'auront pas le droit de transiter par le détroit d'Ormuz. Les navires ou cargaisons qui jouent un quelconque rôle dans des actions contre le front de la résistance seront également soumis à l'interdiction. Et les pays et les individus qui ont causé des dommages à l'Iran ne seront pas autorisés à traverser le détroit d'Ormuz et le golfe Persique tant qu'une indemnisation n'aura pas été versée. De lourdes amendes sont prévues pour les contrevenants, pouvant aller jusqu'à 20% de la valeur de la cargaison. Et sixièmement, le gouvernement assumera des responsabilités telles que le guidage de la navigation, la surveillance du trafic maritime, ainsi que la protection de la sécurité et de l'environnement du golfe Persique, en coopération avec les forces armées de la République islamique. Voici le projet. Il semble qu'ils aient accepté que la partie sud du détroit soit contrôlée par les Omanais, mais que les Iraniens doivent donner leur autorisation avant de laisser ces navires passer. Et la route à l'intérieur du détroit d'Ormuz est entièrement contrôlée par les Iraniens. Autre point, nous avons appris que les États-Unis n'accepteront aucun type de frais imposés par l'Iran ou Oman dans le détroit. Allez-y. Quelle est votre compréhension de ce qui se passe entre l'Iran et Oman et de la réaction des États-Unis? Oui, non. Je pense que l'Iran ignore les États-Unis. Il va conclure l'accord avec Oman. Les autres pays qui ne sont pas alignés sur les États-Unis et Israël dans cette guerre sont impatients de faire entrer et sortir leurs navires. Paradoxalement, le Japon, en particulier, tient beaucoup à ce que le pétrole recommence à circuler. Mais là-dedans, on part du principe que les terminaux pétroliers, les champs pétrolifères, les installations de gaz naturel liquéfié sont tous en bon état et fonctionnent toujours. Je ne suis pas sûr que ce soit une hypothèse valable. Donc vous savez, cette première étape qui consiste à dire « D'accord, nous allons rouvrir ». Même si l'Iran dit « D'accord, nous rouvrons » et ces navires doivent accepter ces conditions, ça ne règle pas tout. Vous avez toujours les États-Unis, avec quelques navires au large, qui vont tenter d'intercepter de temps à autre un bâtiment. Trump parle d'un blocus hermétique. Ce n'est pas un blocus hermétique. Mais il reste un petit nombre de navires américains dans la zone, capables d'entraver occasionnellement un navire, un pétrolier ou un porte-conteneur qui en sort. Donc je ne vois pas, disons, d'accord international officiel sur le fonctionnement du détroit d'Ormuz se dessiner dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Je pense qu'il faudra plus de temps pour régler ça. Mais l'une des choses qui vont se produire en coulisses, c'est une pression économique croissante. L'économie mondiale est en récession. Ils ne l'ont pas encore constaté. Tous les chiffres ne l'ont pas encore reflété. Elle est en récession à cause de ce qui a été interrompu dans le golfe Persique.
Le Golfe Persique est véritablement un centre névralgique de l'économie mondiale. Et quand vous suspendez entre 20 et 25% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, entre 30 et 35% de l'offre mondiale de soufre et d'urée, ainsi que 44% de l'offre mondiale d'hélium, cela ne touche pas seulement un secteur de l'économie mondiale. Cela touche les transports, l'agriculture, l'alimentation en général, dans la distribution de détail comme dans le commerce de gros, des puces informatiques, des ordinateurs et des téléphones. Parce que maintenant, vous savez, sans hélium, on ne fabrique plus de puces électroniques. Et ça veut dire que le prix des puces, elles sont rares, va augmenter. Donc tout cela constitue le contexte. Et dans ce contexte, on part du principe que les infrastructures sont intactes. Autrement dit, les terminaux pétroliers, les champs pétrolifères, les gisements de gaz naturel liquéfié. Mais les informations que nous avons reçues indiquent que non, ce n'est pas le cas. Et voilà un autre problème que le monde n'a pas pris en compte. Les réparations et la maintenance effectuées habituellement dans ces champs pétrolifères étaient assurées principalement par des sous-traitants privés américains. Ces sous-traitants privés étaient liés très étroitement intégrés à l'armée américaine. Et plusieurs de leurs entrepôts, où ils stockaient des pièces, ont été détruits par des explosions. Avec le retrait de la présence militaire américaine de la zone, ces sous-traitants chargés de l'entretien et des réparations sont eux aussi partis. Il faut donc potentiellement compter de nombreux mois, voire des années, d'efforts pour rétablir les capacités de réparation et de maintenance, simplement pour remettre l'ensemble en service. La seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que l'avenir de plusieurs marchés, le pétrole, le gaz naturel, le soufre, l'urée, l'hélium, est incertain pendant au moins les 3 à 6 prochains mois. Comment ça va-t-il se jouer pour Donald Trump avec cette affaire de taux de déclin majeur? Eh bien, vous savez, j'ai eu l'occasion de citer Jésus plus tôt aujourd'hui dans un autre podcast. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle à ses disciples et en substance évoque le fait de mesurer le coût d'une action. Il dit, vous savez, que si vous annoncez que vous allez construire une tour, que vous posez les fondations et commencez à la bâtir, mais que vous ne vous êtes pas assis pour calculer précisément combien cela va coûter et si vous avez les matériaux nécessaires pour l'achever, alors votre incapacité à la terminer fera de vous un objet de ridicule. Eh bien, cette parabole décrit exactement la situation des États-Unis. Les États-Unis ont pris la décision, ah oui, nous allons attaquer l'Iran. On va le décapiter. On va imposer un changement de régime. On va prendre le contrôle de l'Iran. Les gens vont se soulever. On aura le contrôle. Eh bien, ils n'ont pas correctement évalué les coûts. Parce qu'aujourd'hui, on découvre que c'est quelque chose que, vous savez, encore une fois, je vais me jeter des fleurs. J'en ai parlé le 3 avril, et ça a suscité beaucoup de réactions négatives. J'avais indiqué que les États-Unis commençaient à manquer, à l'époque, de missiles PAC-3. Eh bien maintenant, ce ne sont pas seulement les PAC-3. Sur tous les plans, les missiles de précision, défensifs comme offensifs, sont presque épuisés. Et les États-Unis ne se sont jamais assis pour calculer. De combien pensez-vous qu'on aurait besoin? Et si cette guerre se prolongeait, pendant combien de temps faudrait-il soutenir ce type d'opération? Et donc ce que nous voyons maintenant, c'est que les États-Unis sont pris au piège. Ils sont en train d'épuiser, et ont parfois déjà épuisé, ou presque atteint, des niveaux de pénurie critique pour certaines armes essentielles dont ils auraient besoin s'ils voulaient continuer à attaquer l'Iran. Et ils ne peuvent pas en fabriquer davantage parce que leur fabrication nécessite des terres rares contrôlées par la Chine. Et la Chine ne dit pas «
Ah oui, on va vous donner tout le gallium dont vous avez besoin pour que vous puissiez construire vos armes et venir nous tuer. Non, elle refuse. Donc Trump a un problème. C'est un problème économique et un problème militaire. Et il a aussi un problème politique, au moins au sein de sa base sioniste, qui est furieuse qu'il ne continue pas les attaques et qu'il n'essaie pas de détruire l'Iran. Voici la réaction rapportée par CNN. Trump s'irrite des informations sur l'épuisement des stocks de munitions. Larry, estimant que cela l'affaiblit dans les négociations avec l'Iran. C'est ce qu'a rapporté CNN. Mais vous, comme vous l'avez dit, vous en avez parlé. Je crois que vous avez été le premier à commencer à parler des pénuries de munitions aux États-Unis. Oui, oui. Et maintenant, ça arrive dans les médias grand public. Maintenant, les médias grand public commencent à s'y intéresser. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à en parler le 3 avril, et les gens peuvent retourner voir sur mon site, sonar21.com. C'est vous qui me l'avez appris en premier. Oui, donc nous y voilà. Voyons voir. Mai, juin, juillet. Oui, il ne lui a fallu que 4 mois pour rattraper son retard. Vous savez, malheureusement, je ne suis pas payé pour mes prédictions exactes. Mais encore une fois, les informations étaient là. Il s'agissait simplement de les reconnaître et de les assembler. Certains éléments n'étaient peut-être pas évidents, mais il suffit d'un peu de logique et de bon sens. Et je précise que selon une partie des médias aujourd'hui, Trump criait sur Pete Hegseth. Je pense que Hegseth est une catastrophe. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas lui qui est en faute. C'est plus vaste et plus durable que le seul cas de Pete Hegseth. Cela remonte à toute la question, je suppose, du plan stratégique des États-Unis ou de son absence. Le plan stratégique américain est discrédité parce qu'ils ne réfléchissent pas au système d'armes. Ils ne réfléchissent pas aux chaînes d'approvisionnement. Nous avons simplement supposé que nous produirions que compromis sur le matériel. Mais ce n'est pas un. Cela n'a pas propos. Ce n'est pas celle. Il dit que cela affaiblit sa position dans les négociations. En quoi? Il pense que les Iraniens, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a une sorte de, je ne sais pas, d'idée stupide. Oui, que les Iraniens ne sont pas capables de comprendre ça par eux-mêmes. Mais est-ce qu'il l'a vraiment dit? A-t-il déclaré que cela affaiblissait sa capacité d'action? Oui, CNN en a parlé. Je suis simplement de lire le reportage sur CNN. Eh bien, je n'avais pas vu ce rapport. Mais le fait qu'il l'admette montre que c'est pour ça qu'il est si contrarié. Vous savez, il pensait pouvoir s'en sortir en bluffant. Oh oui, on en a des tonnes, je m'en souviens. Oh, on produit des Pax 3 à l'appel, on en a tellement. Oh là là. Non, nous ne le faisons pas. Et donc oui, voilà. Oui, donc oui, il a raison. Cela l'affaiblit dans ses négociations, mais c'est un fait. Et l'Iran peut le comprendre. Et c'est pour ça que l'Iran a dit, d'accord, vous voulez continuer à nous attaquer, allez-y, faites-le. Parce que nous allons riposter, et nous allons riposter durement. Et vous ne pourrez rien faire pour nous arrêter, parce que vous n'avez plus de missiles de défense aérienne. Nous le savons. Enfin, c'était essentiellement le sujet de mon article du 3 avril. Vous savez, c'est simplement une question de calcul. Les États-Unis, à la fin de 2025, avaient produit un total de, 4000. C'est bien ça? Oui, 4420 missiles. Au maximum. Ça pouvait être moins que ça, parce que pendant les 6 premières années, ils affirmaient en fabriquer entre 100 et 300. J'ai donc simplement retenu 300 par an. Mais vous savez quoi? Si ce n'était que 100 par an pendant 5 de ces années, ça vous fait passer de 1800 à, vous savez, 1100 ou 600. Enfin, il manque encore un millier. Mais le fait est que les États-Unis sont à court.
Et l'Iran, oui, je suis sûr que l'Iran utilise ça comme argument dans les négociations. Quand la Chine décide de ne pas vendre de terres rares, cela signifie qu'elle perçoit ce qui se passe. Eh bien, encore une fois, ils ne sont pas idiots. Vous savez, il y a un biais, un préjugé aux États-Unis contre la Chine. Et je n'essaye pas de faire comme si la Chine avait une présence mondiale bienveillante. Mais quand on met les États-Unis et la Chine côte à côte ou qu'on compare les 76 dernières années depuis 1950, en 1950, le taux d'alphabétisation en Chine était de 25-27%. Autrement dit, près des 3/4 des Chinois ne savaient pas lire le chinois ou n'étaient pas fonctionnellement alphabétisés. Aux États-Unis, à l'époque, le taux d'alphabétisation était de 87%. Aujourd'hui, 76 ans plus tard, le taux d'alphabétisation en Chine est d'environ 88%. Aux États-Unis, le taux d'alphabétisation fonctionnelle est de 69%. Et parmi l'ensemble des personnes considérées comme alphabétisées, on estime que 50% lisent au niveau d'une classe de 6e ou moins. C'est une statistique alarmante, parce que ce qu'elle indique, c'est que, vous savez, on élève une génération d'Américains capables de pensée critique. Ils lisent à un niveau tellement simpliste qu'ils ne peuvent pas comprendre des concepts complexes. Et vous vous demandez pourquoi la Chine nous met une raclée. Voilà pourquoi. C'est une des raisons. Les Chinois en font une priorité. Vous savez quoi? Je dirais que plus une population est instruite, moins elle est disposée à accepter un pouvoir autoritaire et dictatorial. D'une certaine manière, on pourrait dire que le communisme s'est en quelque sorte détruit lui-même en Union soviétique, en faisant un travail si efficace pour éduquer le public, les gens, qu'une fois instruits, ils ne pouvaient plus être aussi facilement trompés. Alors qu'en Amérique, vous avez une bande d'idiots. Ils écoutent simplement ce qu'on leur dit, ils hochent la tête, et ils n'ont, disons, aucune capacité de pensée critique. Voici, Larry, une comparaison intéressante. Vous voyez la Chine, la ligne bleue, c'est la Chine, la ligne verte, c'est l'Europe, et la ligne rouge, ce sont les États-Unis. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre tous ces éléments dans la société. Aux États-Unis, dans les robots industriels, la production d'électricité, la production d'acier. Vous voyez, laissez-moi juste l'afficher ici pour bien comprendre. Par exemple, ici, pour ce qui est de la production d'électricité, regardez la Chine. Le niveau de la Chine est proche de 40, ici. Et pour les États-Unis, c'est ici. Oui, regardez, bon sang, regardez l'écart dans les dépenses militaires. Les États-Unis sont énormes. La Chine est très basse. La Chine est ici, au même niveau que l'Europe, voire un peu en dessous. Et les deux seuls points, ce sont le complexe militaro-industriel, les dépenses, puis les ogives nucléaires. Les États-Unis sont ici pour les ogives nucléaires, et la Chine est tout en bas. Et dans tous ces domaines, vous savez, la production scientifique qui augmente, les doctorats, c'est en quelque sorte assez proche entre l'Europe et les États-Unis. En dessous, c'est comparable à l'Europe. L'Europe fait mieux. Mais pour ce qui est des diplômés en ingénierie, là ce n'est tout simplement pas comparable. À mon avis, c'est l'un des éléments les plus importants de ce graphique. Et si vous regardez chacun des éléments de cette comparaison, vous voyez à quel point il domine tout. Cette production d'électricité est tellement importante, Larry, quand il s'agit de l'IA, quand il s'agit de tout. Oui. Et c'est tout simplement incroyable de voir à quel point la société chinoise se développe. C'est colossal. Elle est en train d'avaler l'ensemble des États-Unis et de l'Europe réunis.
Oui, vous savez, ça fait voler le mythe en éclats, parce qu'ils sont catalogués comme une société communiste. Et oui, même si le Parti communiste est le parti au pouvoir en Chine, ils apportent quand même des résultats à la population. La vie des gens s'améliore. Et ils ne créent pas cette classe dominante d'oligarques comme aux États-Unis, où un tout petit groupe de personnes contrôle une part immense, immense de la richesse du pays. Et ce serait une chose s'ils étaient riches à ce point-là, mais qu'on avait d'excellentes écoles, d'excellentes routes, d'excellents soins de santé. Mais notre système de santé est nul. Les infrastructures sont nulles. L'éducation est nulle. C'est comme être gros et moche, tout en étant fier de son physique. Aucune conscience de soi. C'est loin d'être accepté à Washington par l'establishment, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est malade, qu'on ne va pas bien. Ensuite, on cherche une forme de remède. Si on ne l'accepte pas, on a l'impression qu'on nie tout. Je pense que c'est la réalité de ce qui se passe. Et voilà, Larry, la réaction du président du Parlement iranien à ce qui se passe avec Donald Trump. Il dit une attaque massive arrive. Attendez, non, finalement ils veulent négocier. C'est de la diplomatie théâtrale en boucle, dit-il. Utiliser l'intimidation, les promesses non tenues et les fausses informations comme moyen de pression est une stratégie vouée à l'échec. Et c'est la réaction du président du Parlement iranien à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Oui, Monsieur Ghalibaf. Oui, exactement. Et Larry, vous avez évoqué le problème, les difficultés de l'administration Trump. Elle doit proposer une forme de solution. Cette solution sera-t-elle diplomatique? S'agira-t-il de les amener ou de les aider à aller vers une forme de diplomatie? Ou bien aurons-nous les mêmes politiques, avec la même attitude, en modifiant peut-être certains dispositifs militaires, comme il le demandait auparavant? Vous savez, Brad Cooper demandait aux forces, aux commandants, de proposer des plans novateurs pour l'Iran. Comment comprenez-vous cela? Les États-Unis vont devoir trouver une solution diplomatique, parce qu'il n'y a pas de solution militaire. C'est pas une question de... Vous savez, les États-Unis, s'ils voulaient recommencer demain, en gros, à infliger le même genre de dégâts à l'Iran que pendant les 6 premières semaines de la guerre. Donc, à partir du 28 février, vous avez 4 semaines en mars, puis 2 semaines en avril. Et c'est vers le 15 ou le 16 avril qu'ils ont finalement dit « D'accord, nous avons un cessez-le-feu ». Les États-Unis ne pourraient pas soutenir de nouveau un tel niveau d'attaque s'ils devaient recommencer demain. Ils allaient manquer de munitions essentielles. Et surtout, l'Iran va infliger aux États-Unis des dégâts qui dépasseront les dégâts incroyables qu'il a déjà causés. Vous savez, quand ils ont anéanti la capacité des États-Unis à mener de la surveillance et de la détection grâce aux radars disséminés dans toute la région, l'Iran les a détruits. Ont-ils reçu l'aide de la Russie et de la Chine pour les localiser et les cibler? Probablement. Et vous savez, les États-Unis jouent au même jeu avec l'Ukraine, en lui fournissant des données qu'elle utilise pour attaquer la Russie. Mais dans ce cas-là, les Iraniens sont passés à la vitesse supérieure, et grâce au système Beidou, ils les ont anéantis. Les États-Unis sont donc désormais pratiquement aveugles. Ou alors, ils ne reçoivent que des alertes très brèves, de l'ordre de quelques minutes, et non pas une demi-heure ou une heure à l'avance. Il n'y a donc pas de solution militaire. Il n'y a qu'une solution diplomatique, et ce ne sera pas... Trump ne pourra pas la présenter comme une grande victoire. En fait, le type d'accord qu'il pourrait parvenir à conclure par la diplomatie serait au fond une relance du JCPOA sans l'appeler le JCPOA. Vous savez, on lui donnerait un nouveau nom. Mais je pense que ce qu'il va se passer, c'est qu'on restera dans cette situation, appelons-la un entre-deux, une zone grise, sans issue décisive,
d'ici aux élections de mi-mandat. Between now and the midterm elections. If he goes into if he loses in the midterm elections, both the S'il perd les élections de mi-mandat, à la Chambre des représentants comme au Sénat, alors nous verrons, je pense, des changements assez rapides et importants dans la politique américaine. Mais vous savez, cette tentative de mentir et de dissimuler les pénuries d'armes, l'épuisement des stocks. Je suis tombé sur une statistique stupéfiante il y a 2 jours. 80% des armes produites par le département de la Défense dépendent de 5 minerais critiques de terres rares fournis par la Chine. Alors, on peut faire semblant de croire que les singes vont sortir de notre derrière en volant, mais ça n'arrivera pas. Les États-Unis font face à de véritables limites stratégiques importantes dans leur capacité à continuer de produire des armes. Larry, voyez-vous Israël miser de nouveau sur les attaques avec cette nouvelle vague d'attaques au Liban? Oui, il semble que la situation soit si critique. Oui, et je pense qu'on va alors voir le Hezbollah commencer à riposter. On pourrait donc se retrouver dans une situation où à un moment donné, si le Hezbollah, les Houthis et les Iraniens décident qu'une attaque coordonnée contre Israël est justifiée, vous savez, la capacité d'Israël à combattre dépend en partie du maintien en activité de ces 2 raffineries, à Haïfa et à Ashdod, parce qu'elles produisent le diesel et le carburant aéronautique. S'ils n'ont pas ça, devinez quoi? On ne peut pas faire voler des avions en mission de combat, et on ne peut pas faire rouler des chars pour détruire des villages et des villes palestiniens. Ça va tout faire voler en éclats. Ça va détruire tout ce qui est en train de se passer. Potentiellement, oui. À mon avis, ils veulent à nouveau entraîner l'Iran dans le combat. Ils veulent que l'Iran les attaque, s'ils font ça. Cela veut dire que je ne sais pas comment Donald Trump pourrait contrôler la situation si cela arrivait. Peut-être qu'il est prêt à accepter ça. Peut-être qu'une sorte d'extension de la guerre l'aiderait. Larry, quand on regarde les nouveaux articles, je ne sais pas si vous avez vu ceux du Financial Times, ils disent que, et c'est surprenant d'ailleurs, les péages dans le détroit d'Ormuz sont tout à fait légitimes. Sont totalement quoi? Légitimes, légitimes. Ah ouais. Oh, légitime, d'accord, légitime, oui. Tout à fait légitime. Exactement. Légitime. Et il dit que l'Iran va faire du Suezmaxing. Et je ne sais pas ce que c'est. Le Suezmaxing. Le nouveau mot qu'ils ont inventé, le Suezmaxing. Ça veut dire maximiser les conditions de Suez. De Suez comme le canal de Suez? Oui, exactement. Parce qu'ils utilisent le mot Suezmaxing. Oui, je n'avais jamais entendu ça. Ils ont inventé un nouveau mot. Ce mot n'est pas vraiment, enfin vous voyez. Mais ils disent que l'Iran utilise le détroit d'Ormuz pour en tirer le maximum de bénéfices. Vous savez, Suez au maximum, c'est comme ça que je le comprends. Et l'article dit aussi que des pays ont imposé des restrictions de transit dans leurs eaux territoriales, comme la Turquie et le Danemark, ce qui rendrait les péages dans le détroit d'Ormuz juridiquement défendables, selon l'expert cité dans cet article du Financial Times. À votre avis, est-ce un signe? Je ne sais pas quelle importance le Financial Times a pour l'establishment. C'est difficile de faire plus mainstream, plus proche de l'establishment. Je crois que ni l'Iran ni les États-Unis ne sont signataires du traité qui régit les affaires maritimes internationales. Or, s'ils étaient signataires de ce traité, on pourrait peut-être soutenir que l'Iran violait ce droit international. Mais les États-Unis veulent protester, alors qu'ils n'en font pas partie non plus. Alors qu'ils se taisent. Vous savez, si vous voulez faire respecter les règles, adhérez-y et respectez-les. Ne dites pas simplement « Oh, on va utiliser les règles quand ça nous arrange ».
And is it possible that the Turks could Et est-ce que les Turcs pourraient commencer à faire payer le passage du Bosphore? Oui. Et les Danois, ou vous savez les Danois, et je crois la Suède ou la Norvège qui contrôlent ce passage étroit à la sortie de la Baltique, pourraient eux aussi commencer à le faire payer. Vous savez, ce serait une perturbation, certainement. Mais la différence, c'est que si les Danois et les Suédois, ou vous savez les pays nordiques, tentaient d'empêcher la Russie de sortir de la Baltique, la Russie a la puissance militaire nécessaire pour se frayer un passage par la force et faire très mal à ces pays. On ne peut pas en dire autant pour l'ouverture du détroit d'Ormuz. Sortir du Bosphore serait un peu plus difficile. La Turquie dispose d'une armée plus redoutable, et franchement, je ne pense pas que la Russie et la Turquie veuillent s'affronter, vous savez, recréer une guerre du 19e siècle. Cela pourrait être très dévastateur. Mais tout cela perturbe le transport maritime international. Déjà, vous savez, les points de passage stratégiques qui sont actuellement soit fermés, soit à capacité limitée, ce sont le canal de Panama, Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz. Et ils jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale. C'est un autre facteur qui explique la récession mondiale. Et puis il y a Channel 12, Larry, en Israël, qui a rapporté que le directeur du Mossad, Roman Goffman, a écarté 2 des plus hauts responsables de l'agence après l'échec d'un plan visant à renverser le gouvernement iranien. Et je ne sais pas à quel point c'est important, en interne, pour Benjamin Netanyahou, parce que ces personnes étaient les mêmes qui préparaient ce plan, qui fournissaient des informations à Donald Trump, notamment par l'intermédiaire de Benjamin Netanyahou. Il a d'ailleurs nié cela dans sa récente interview. Il a dit « Je n'ai pas dit ceci ou cela à Donald Trump. Il a décidé tout seul d'entrer en guerre. Il ne veut assumer aucune responsabilité. » Mais on voit ce qui se passe au sein du Mossad. Cela signifie qu'ils avaient préparé ce plan. Ils voulaient renverser le régime en Iran, le gouvernement iranien. Non, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus. C'est juste que, vous savez, on dirait qu'ils cherchent des boucs émissaires maintenant. L'autre point, Larry, c'est la réaction des Yéménites. Le combat se déroule désormais à l'intérieur du Yémen et Ansarullah a attaqué. Il parle d'une attaque préventive contre des munitions pro-saoudiennes à l'intérieur du pays. Est-ce que cela signifie que l'Arabie saoudite intensifie l'escalade? Veut-elle vraiment l'aggraver en combattant les Yéménites sur leur propre territoire? Eh bien, quand ils sont attaqués, c'est pas eux qui font monter l'escalade. D'accord? Le fait qu'ils continuent à soutenir ces groupes signifie que les Saoudiens vont être pris pour cible. Et cela les met dans une situation où, s'ils essayent de riposter encore une fois, il y a en Arabie saoudite trop de cibles vulnérables que les Houthis peuvent attaquer. Vous savez, je le dis depuis plus d'une semaine. Les Saoudiens ont intérêt à négocier un accord et à foutre le camp. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. C'est aussi lié à ce que font les États-Unis avec l'Irak. Or, quand vous et moi avons parlé hier, j'ai tiré une conclusion erronée. Je pensais que l'allègement des sanctions qui avaient été annoncées visait l'Iran. Ce n'était pas le cas. C'était dirigé contre l'Irak. Et maintenant, même si cela peut profiter aux gardiens de la révolution islamique, c'est dirigé contre l'Irak. Et puis apparemment aujourd'hui, les États-Unis ont versé 500 millions de dollars supplémentaires, soit presque un demi-milliard de dollars en liquide. Donc clairement, ils essayent d'acheter le gouvernement actuel, de l'amener à s'en prendre en gros à des éléments liés à l'Iran. Je pense que cela va se retourner contre eux, et très durement. Vous savez, encore une fois, les États-Unis n'ont rien appris du tout
de ces 23 dernières années, après avoir lancé cette guerre inutile en 2003 et en avoir subi les conséquences depuis. Unnecessary war in 2003 and living with the results ever since. Reuters reported that Iran seeks 5 to 7% Reuters a rapporté que l'Iran réclame un droit de passage de 5 à 7% pour les navires dans le détroit d'Ormuz, et Oman préférerait 3%. Et les États-Unis ne veulent rien de tout ça. D'accord. Pourquoi prenons Oman? Pourquoi veulent-ils tellement que ce soit 3%? Ils vont en bénéficier, mais ils maintiennent ce taux. Comment ça se fait? C'est parce qu'ils sont sous pression. 3%. How is that? It's because of they're under pressure? Yeah. Well, it remains Oui, one thing for Iran to enfin vous savez, ça reste. how's it going to be paid? C'est une chose pour l'Iran de dire d'accord, vous devez payer cette somme. Mais comment sera-t-elle payée? Et je soupçonne qu'ils vont exiger un paiement en monnaie chinoise. Donc toutes ces différentes compagnies maritimes vont devoir mettre en place, vous savez, ouvrir des comptes leur permettant de transférer de l'argent en monnaie chinoise en dehors du dollar américain. Donc voilà ce que l'Iran menace de faire, ou ce qu'il réussira à accomplir s'il y parvient. Détourner une part importante du commerce mondial du dollar américain vers la monnaie chinoise et vers des monnaies qui seront plus favorables aux pays des BRICS et les soutiendront davantage. Je pense qu'ils ne laissent à l'Iran aucune autre option que de faire ça. Quelle autre option ont-ils? Aucune. Ils doivent le faire. Oui, l'Iran s'est dit « Hey, on a un moyen de pression là, on va s'en servir ». L'Iran n'avait pas ce moyen de pression il y a 45 ans. L'un de mes amis était un Navy SEAL en service actif, affecté au département d'État en 1989. Mais 2 ans auparavant, il était dans le golfe Persique et commandait la barge flottante, l'Hercules. À l'époque, les États-Unis contrôlaient le golfe. Les États-Unis contrôlaient le détroit d'Ormuz. Et l'Iran ne pouvait pas faire grand-chose. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était essayer de poser des mines et tenter de perturber la navigation. Et les États-Unis ont contré ça assez efficacement. Donc l'Iran a échoué sur ce point. Mais franchement, quelle différence en 47 ans par rapport à la situation actuelle? Bon, d'accord, en fait, oui, 41 ans plus tard. Je voudrais diffuser un extrait de Donald Trump réagissant à ce qui s'est passé dans le Michigan, Larry, avec cette nouvelle primaire. Vous savez, nous savons que les anti-establishment. Abdul El-Sayed, c'est ça? Oui, Abdul El-Sayed, oui. Et voici la réaction de Donald Trump. Ils se sont encore trompés hier soir quand ils pensaient que ce serait une victoire écrasante pour quelqu'un qui déteste les Juifs et qui déteste Israël. Ce type déteste les Juifs. Quelqu'un a dit « Oh, c'est un peu fort ». Non, il déteste les Juifs et il déteste Israël. Abdul El-Sayed, vous y croyez, vous? Il n'y a qu'à moi que ça peut arriver. Abdul El-Sayed, un charmant monsieur. C'est un homme de haine. Et maintenant, il se balade en disant « Non, j'aime tout le monde ». Il n'aime pas tout le monde. Mettez-le en fonction, vous verrez bien ce qu'il aime. Il n'aime pas Israël. Il n'aime pas les Juifs. Il les déteste. Il les déteste avec une passion qui brûle dans son cœur. Et il ne peut absolument rien y faire. Mais il va perdre face à notre excellent candidat. Nous avons un excellent candidat dans le Michigan. Abdul, il raconte des conneries. Ils veulent en faire un pays communiste. Nous ne les laisserons pas en faire un pays communiste, pas même une minute. Pourquoi est-il aussi obsédé par Israël? Il n'était question que d'Israël. Il déteste Israël. Il dit cela sur Israël et sur les Juifs. Et nous savons que les Juifs aux États-Unis votent pour lui. Eh bien, je déteste le sionisme. Je ne déteste pas les Juifs, parce que les Juifs ne sont pas forcément sionistes. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont sionistes. Alors n'en faisons pas une question d'hostilité envers les Juifs.
Et Syed n'est pas hostile aux Juifs, il est antisioniste. C'est une grande différence. Et voilà Donald Trump. Encore une fois, c'est le problème de Trump. Il fait passer le sionisme avant les États-Unis. Et c'est pour ça que je pense que Syed va gagner en novembre. Il battra Mike Rogers. Mike Rogers, vous savez, il fait simplement partie du même vieux système corrompu. Il a été membre du Congrès et en quelque sorte un membre du Congrès raté. Donc c'est sa chance d'essayer d'y revenir. Mais je pense que vous allez voir, surtout à mesure que la situation économique se dégrade, et elle va se dégrader dans le Michigan, que cela va renforcer le soutien à Syed. Voyez-vous quelque chose de ce genre se produire, Larry, au sein du Parti républicain? Oui. Oh, oui. Non, écoutez, il y a en quelque sorte un parallèle historique ici. Pas tout à fait, mais je ne pense pas que vous connaissiez très bien l'histoire du Parti républicain. Le Parti républicain est apparu vers 1854, 1855. Pourquoi? Parce qu'une loi avait été adoptée. Auparavant, il y avait eu, je crois que ça s'appelait le compromis du Missouri, selon lequel tous les nouveaux territoires issus de l'achat de la Louisiane ne deviendraient pas des États esclavagistes. Et l'esclavage devait être limité au seul Sud. Eh bien, le Parti Whig s'est profondément divisé. Certains voulaient l'esclavage, d'autres non. Donc, tous les militants anti-esclavagistes se sont regroupés dans ce qui est devenu le Parti républicain, et un certain nombre de démocrates ont quitté le Parti démocrate à cause de la question de l'esclavage. L'opposition à l'esclavage, c'est vraiment ce qui rendait autrefois le Parti républicain unique, son opposition à l'esclavage. Le Parti démocrate, lui, adhérait à l'esclavage, dans une large mesure. C'est donc ce qui a conduit à la scission et en réalité à la disparition du Parti Whig. Je pense que la division entre anti-esclavagistes et pro-esclavagistes correspond aujourd'hui au même type de fracture entre les éléments antisionistes et pro-sionistes du Parti républicain. Et cela le divise. Je ne pense pas que le Parti républicain y survivra. Larry, vous avez répété à quel point le détroit d'Ormuz est important pour les États-Unis. Vous avez évoqué le pétrole lourd dont les États-Unis ont besoin pour le carburant aviation et le diesel. Et nous savons que l'Iran, si ces informations ne sont pas de fausses nouvelles, si les médias iraniens rapportent bien la réalité de ce qui se passe, cela signifie que les États-Unis et Israël ne recevront plus rien en provenance du détroit d'Ormuz. C'est donc le jeu que l'Iran engagerait avec les États-Unis en ce qui concerne les sanctions. Je pense que la question est la suivante. Comment cela va-t-il se jouer sur le terrain des sanctions? Et jusqu'à quel point peuvent-ils faire pression sur les États-Unis pour qu'ils agissent concernant les sanctions contre l'Iran? Ces sanctions, je dirais que les sanctions primaires et secondaires ont été très efficaces, avec de très nombreux effets négatifs sur l'économie iranienne pendant très longtemps. Maintenant, il y a les besoins des États-Unis en engrais, leurs besoins en puces électroniques, leurs besoins en... Donc je pense que les conséquences économiques négatives de ces pénuries vont au final contraindre les États-Unis à faire des concessions et à conclure un accord avec l'Iran. Ils vont devoir le faire. Sinon, vous savez, ils ne pourront certainement pas soutenir ce type d'opération militaire. Et au-delà des simples pénuries d'armes, les troupes, en particulier les marins et les marines qui se trouvent à bord de ces navires, subissent une nourriture terrible, terrible, et des conditions terribles. J'ai échangé des emails avec la mère d'un marin, puis j'ai eu une conversation personnelle avec la mère d'un marine. C'est l'un des éléments qu'elles ont toutes les deux rapporté. Leur fils n'avait pas accès à une nourriture suffisante,
Tous les deux avaient perdu du poids. L'un d'eux a perdu près de 14 kilos. Voilà, ces femmes, pour moi, c'est en quelque sorte le cœur et l'âme de l'Amérique. Ce ne sont pas le genre de personnes à, vous savez, détester l'Amérique, et elles ne se connaissent pas. Leurs fils étaient sur des navires différents, mais elles racontent la même histoire. Et nous avons aussi vu qu'il y avait d'autres parents. Vous savez, USA Today a publié un article à ce sujet en avril dernier. Donc ça dure depuis un certain temps. Et donc on ne prend pas soin des troupes, puis on les place dans une situation impossible, où elles ne peuvent pas gagner. C'est l'autre problème ici. Larry, que savons-nous d'Israël? Nous savons qu'ils ne dépendent pas du détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est difficile pour eux? Je parle d'Israël en tant que pays. Que reçoivent-ils via le détroit d'Ormuz ou des pays du Conseil de coopération du Golfe? Y a-t-il quoi que ce soit? Eh bien, ils ont une relation économique étroite et solide avec l'Inde, et l'Inde en subit les effets. Et vous savez, pour Israël, l'enjeu, c'est l'approvisionnement continu en pétrole qui arrive d'Azerbaïdjan en passant par la Turquie. Donc reste à voir s'ils pourront continuer à y avoir accès. Les responsables turcs ne cessent de tenir des propos fermes. « Oh, nous allons demander des comptes à Israël. » D'accord, je le croirai quand je le verrai, il pourrait agir. La Turquie est l'un des rares pays qui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pourrait faire une différence spectaculaire, mais elle ne le fera pas. Que veulent-ils de l'Inde, Larry? Pensent-ils vraiment que sur le long terme, l'Inde pourra remplacer les États-Unis en matière de production? Non, 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 non. Je veux dire, vous savez, avec l'Inde, c'est une relation économique. Ce n'est pas une relation militaire. Mais vous savez, comme on l'a vu, Modi est allé se ridiculiser en janvier avec son lèche-botte auprès de Bibi Netanyahou. Mon Dieu. Après l'avoir vu baver partout sur Netanyahou, on a envie de dire « Hey, vous deux, prenez une chambre ». Vous savez, on n'a pas envie de voir des actes sexuels en public ici. Leurs alliés, aujourd'hui, ce sont l'Inde et Chypre, Chypre du Sud et la Grèce. Ce sont des alliés d'Israël. Et ils n'ont aucun allié dans la région. Et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont aussi leurs alliés d'ailleurs. Là, la Jordanie, en quelque sorte. La Jordanie, oui. Ou du moins jusqu'à présent. Mais là encore, je pense que la situation en Jordanie peut changer. On voit déjà des manifestations de la part de nombreux hauts responsables politiques, de dirigeants d'entreprises, etc. En ce qui concerne Chypre et la Grèce, est-ce une démarche stratégique ou une réaction à la Turquie? Parce que la Turquie, on connaît le conflit entre Chypre du Nord et Chypre du Sud. C'est pour ça que je dis qu'il y a une telle incohérence dans l'approche d'Israël. D'un côté, ils dépendent de la Turquie pour le pétrole, mais de l'autre, ils font tout leur possible pour voir jusqu'où ils peuvent énerver la Turquie. Vous voyez, c'est comme si je dépendais de vous, parce que vous me dites, d'accord, chaque fois que Larry Johnson intervient dans mon émission, il gagne $10,000. Et là, je me dis, waouh, c'est la seule émission où je gagne $10,000. Puis je vais vous insulter et me plaindre auprès de vous en disant, je ne reviendrai pas dans votre émission. On ne fait pas ça. On se dit plutôt, je vais vous envoyer des cartes, des lettres, des cadeaux, pour essayer de maintenir la relation. C'est ce qu'on s'attendrait à voir Israël faire avec les Turcs. Mais non, il continue à menacer. On va faire la guerre à ces connards. Je n'arrive tout simplement pas à croire à quel point la Turquie s'humilie en acceptant ce genre de relation avec Israël. Franchement, c'est assez choquant.
I would say it's all because of the United States, Larry. Je dirais que tout cela est dû aux États-Unis, Larry. Ils voulaient avoir de meilleures relations avec les États-Unis. C'est pourquoi ils essayent de faire de leur mieux pour ne pas trop s'opposer à Israël. Parce qu'ils savent à quel point la question d'Israël est sensible aux États-Unis, après tout. Et ils savent que n'importe quel gouvernement réagirait à toute politique concernant Israël. Donald Trump lui-même a dit qu'il le savait, qu'il comprenait que le gouvernement turc et Erdogan n'aiment pas Benjamin Netanyahu. C'est ce qu'il a dit. Mais ils n'ont pas le choix. Ils le comprennent. Si vous voulez avoir de meilleures relations avec les États-Unis, vous devez au moins veiller à ne rien faire qui nuise à Israël. Not doing anything harmful to Israel. Oui, oui. Right. Do you think Pensez-vous que ça va marcher prochainement? anytime soon, No, or it's gonna- no. Look, like I said, there's gonna Non. have to be this. Écoutez, comme je l'ai dit, il va falloir un bouleversement électoral aux États-Unis pour enfin rompre cette relation avec les sionistes. Une fois que ce sera fait, peut-être que les États-Unis pourront restaurer une partie de leur puissance en Occident. Mais en réalité, je pense que les États-Unis ont commis une erreur fatale. Ils ont lié leur destin à Israël et ils suivront le même chemin qu'Israël. Israël, je ne pense pas qu'Israël ait un grand avenir. Il se peut qu'il n'existe plus en tant que pays dans 30 ans. It may not exist as a country 30 years from now. Thank Merci you beaucoup, so much, Larry. Très bien, mon ami. See you À demain, tomorrow. en compagnie de Larry Johnson. Tomorrow, Demain à 11 heures. C'est ça, oui, exactement. D'accord. À demain alors. Au revoir. Salut. See you then. Bye. Bye-bye.